J'adore vous partager des idées, des concepts autour de la pédagogie Montessori et de la parentalité via le podcast. Mais parfois, il a besoin de prendre davantage de temps et j'aime bien pouvoir échanger avec vous sur des thèmes fondamentaux parce qu'il en relève de l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser un webinaire sur le thème Les 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui aura lieu le 9 octobre à 21h. Tout est en ligne, c'est une conférence en ligne pendant laquelle nous pourrons échanger, je pourrai aussi répondre à vos questions. Et vraiment, je vous encourage à y participer parce que ces 3 erreurs mettent en jeu la capacité de votre enfant à apprendre à lire et écrire correctement à l'école. Et s'il y a une explosion aujourd'hui des dyslexies, dysgraphies, il y a 2 aspects à cela. Le premier, c'est qu'on détecte mieux les vraies dyslexies, les vraies dysgraphies. Mais par ailleurs, il se trouve que l'école enseigne mal, de manière générale, la lecture et l'écriture. Il y a toujours des enseignants motivés qui font les choses correctement, mais dans la majorité des cas, les méthodes employées sont encore mauvaises. Ce qui fait que pour les enfants dyslexiques, ça leur complique les choses. Et donc, leur dyslexie est davantage apparente. Et pour les enfants non dyslexiques, eh bien, on voit apparaître des difficultés de lecture qui ressemblent à la dyslexie. Alors, pour remédier à tout ça, et pour vérifier déjà si les méthodes employées à l'école de vos enfants sont de bonnes ou de mauvaises méthodes, eh bien, je vous encourage à participer au webinaire du 9 octobre, les 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ai-je encore besoin de vous rappeler tous les bienfaits de la lecture? Bon, juste au cas où. On sait que c'est bon au niveau physique. Par exemple, une étude passionnante a démontré que 6 minutes de lecture suffisaient pour diminuer le stress du lecteur de 68%. C'est l'activité idéale pour s'endormir le soir parce qu'elle nous prépare tranquillement à plonger vers le sommeil, contrairement aux écrans qui, au contraire, nous empêchent de nous endormir. Donc c'est formidable au niveau physique, ça fait baisser les pulsations cardiaques, ça diminue le stress, l'anxiété, etc. C'est formidable aussi au niveau mental et intellectuel. Lire permet de développer le cerveau, d'améliorer toutes les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention, la concentration. Lire permet la création de nouveaux neurones, de nouvelles connexions neuronales, plutôt. Et c'est une source de développement cérébral en général. C'est aussi excellent pour le développement affectif, puisque la lecture, et en particulier la lecture de fiction, permet de développer l'empathie, vu qu'elle nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes, ainsi qu'à comprendre les autres. Donc s'il y a bien une activité qui a un impact sur toute notre personne et sur notre construction, c'est bien la lecture. Bon, donc à partir de là, je pense que vous êtes convaincus qu'il est bon d'essayer de transmettre le goût de la lecture à nos enfants. Le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Et que parfois, les enfants ont aimé lire, mais se découragent et perdent ce goût de la lecture. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce podcast, je voudrais partager avec vous toutes mes astuces, toutes mes recommandations, tout ce que j'ai pu tester au fur et à mesure des années pour donner ou redonner le goût de la lecture à vos enfants. Parce que très souvent, comme beaucoup de choses, plus vous allez les forcer à lire, moins ils y prendront du plaisir. Et je trouve ça dommage parce que la lecture, c'est quand même une source inépuisable de joie, aussi de peur, de tristesse, enfin d'émotions fortes, mais c'est une source de passion. Alors, évidemment, ça va commencer avec les tout petits jusqu'aux adolescents, et peut-être aussi que je réussirai, qui sait, à vous réconcilier avec la lecture si vous-même en avez été un petit peu dégoûté. Mais c'est vrai que chez nous, c'est un aspect important que nous cherchons à transmettre à nos enfants, puisque mon mari, comme moi, nous aimons passionnément lire. Et il nous semblait important d'ouvrir les enfants
à tout ce que les livres leur permettent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait lire, eh ben, on a le monde à ses pieds. Parce qu'il y a des millions de livres, des milliards probablement. On n'aura jamais le temps de tout lire de toute façon. Mais la possibilité de lire, l'envie de lire et le plaisir de lire, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre, de découvrir et de vivre pleinement notre vie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le concret, j'avais envie de partager avec vous les résultats d'une enquête du Centre national du livre qui a été effectuée en 2022, donc c'est quand même tout récent, sur les jeunes Français et la lecture. Parce que je trouve que ces résultats sont intéressants en tant que base de travail, pour avoir une idée de comment les jeunes entre 7 et 25 ans perçoivent les livres et la lecture. Alors, voici quelques-unes des conclusions. Déjà, les jeunes sont nombreux à lire. 81% des 7-25 ans lisent pour leur loisir, par goût personnel. Dans le cadre de leur lecture personnelle, donc pas ce qui est imposé par l'école, le collège ou le lycée, les 7 à 19 ans lisent davantage de BD, mangas et comics. Les 20-25 ans privilégient les romans et juste ensuite les BD, mangas et comics. Les principaux critères de choix sont le résumé, la couverture, le héros, ainsi que les conseils, en particulier ceux de leur famille. Donc nous avons un rôle très important à jouer, nous les parents, et notamment de leur mère. Donc je ne sais pas pourquoi apparemment. Les enfants suivent particulièrement les conseils de leur mère, peut-être parce que les femmes lisent en moyenne beaucoup plus que les hommes. Donc peut-être que les mamans donnent plus de conseils de lecture que les papas. Mais je pense que les deux doivent s'impliquer dans cette transmission du goût de la lecture. Les jeunes lisent avant tout pour le plaisir, mais aussi pour se détendre, pour s'évader ou rêver, ou encore pour s'occuper. Alors, tout ça, c'est plutôt encourageant, j'ai envie de dire, mais il y a aussi des choses qui font mal. Par exemple, le fait que 16% des jeunes n'aiment pas lire ou détestent lire. 16%, ça fait quand même beaucoup. Hein. C'est un jeune sur 6, un jeune sur 7. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On observe aussi qu'il y a un décrochage à l'adolescence. Il y a un déclin après 12 ans de la lecture loisir. Et on commence à observer ce déclin chez les garçons encore plus que chez les filles. Puisqu'à 13-15 ans, on n'a que 68% des garçons qui lisent contre 81% des filles. Et c'est ce qu'on retrouve encore plus tard à l'âge adulte, ce qui est quand même dommage. Alors, est-ce que les garçons s'investissent davantage dans le sport et les filles donc davantage dans la lecture ? Je ne sais pas. Et puis même si les lecteurs, ceux qui lisent pour leur plaisir, lisent 3h15 par semaine, ce qui est quand même pas mal, ça reste très peu quand on compare aux écrans, puisqu'en moyenne, l'ensemble des 7-25 ans passe quasiment 4 heures par jour, non pas par semaine, par jour devant un écran. Et on arrive à 5h30 chez les 20-25 ans devant un écran. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est que là où on est donc à 3h15 par semaine pour les livres, on est à quasiment 4 heures par jour pour les écrans. Un autre aspect que je trouve assez dérangeant, c'est que même pendant les temps de lecture, 47% des jeunes font souvent autre chose. Mais alors, vous allez me dire, bon, c'est compliqué de lire. Moi, je fais souvent autre chose en regardant un film ou une série, par exemple, mais j'avoue que j'ai jamais réussi à faire quelque chose en lisant. Parce que ça utilise quand même nos yeux. Certains donc envoient des messages, vont sur les réseaux sociaux ou regardent des vidéos en même temps qu'ils lisent. Ça, je pense que c'est vraiment une mauvaise habitude. Mais bon. D'un autre côté, les nouvelles technologies aident à développer le goût de la lecture, puisque 40% des 7 à 25 ans ont déjà lu un livre numérique, ce qui est beaucoup, et 58% ont déjà écouté un livre audio ou un podcast. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon, mais voilà, ça n'est pas rédhibitoire, mais bon, ça reste encourageant et en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, justement, comment faire ? Alors, je vais partager avec vous tout ce que l'on peut faire avec les enfants pour leur donner le goût de la lecture, en particulier quand on est parent. Puis, pour les professeurs, j'y reviendrai en toute fin d'épisode.
La première chose, c'est qu'il est important de démarrer tout petit. On peut démarrer avec des lectures à voix haute, ça peut être l'histoire du soir. On peut aussi aller en bibliothèque pour l'heure des histoires, où la bibliothécaire raconte des histoires en montrant les images, parfois avec des petits théâtres d'images qu'on appelle des kamishibai, où il y a des images qu'ils font passer les unes après les autres. C'est quelque chose de très ancien, de très ancré dans l'humanité, de se raconter des histoires. On sait que c'est présent au moins depuis l'Antiquité, puisque des grands récits comme l'Iliade et l'Odyssée étaient des récits qui étaient racontés à l'oral par des conteurs, des aèdes. Et c'est probablement quelque chose qui a déjà démarré à la préhistoire. Donc, c'est quelque chose de très ancien entre êtres humains de se raconter des histoires. Mais on peut démarrer, nous, en tant que parents, avec les tout-petits, en associant ces histoires à cet objet qui est le livre. Les tout-petits aiment manipuler les livres. On peut leur proposer pour ça des livres en tissu ou des livres en bois qu'ils ne risquent pas d'abîmer. C'est beaucoup mieux encore que les livres en carton, parce que les livres en carton restent fragiles si on a des enfants qui les mettent un petit peu à la bouche et qui les mordillent. Donc on peut leur apprendre déjà à aimer cet objet qui est le livre, le leur mettre dans les mains pour qu'ils puissent le manipuler, puis petit à petit passer aux livres cartonnés, aux albums, etc. Mais on peut les éveiller, les attirer vers les livres avec des livres aux belles images, avec aussi des livres pop-up qu'on peut souvent admirer dans les bibliothèques. Souvent, ils sont réservés plutôt à des moments spécifiques comme l'heure des histoires, l'heure des contes, parce qu'ils sont fragiles. Donc voilà, on ne peut pas trouver tous les livres pop-up dans les bibliothèques. Ils sont parfois réservés à un usage un peu spécifique, mais c'est l'occasion justement de les faire découvrir aux enfants. Donc, l'importance de démarrer tout petit, c'est le premier grand point. Deuxième point fondamental, quand les enfants grandissent un petit peu et qu'ils apprennent à lire, il est important de leur apprendre à lire avec une bonne méthode, afin que la lecture ne soit pas quelque chose de difficile. Alors évidemment, au moment où on apprend à lire, ça demande des efforts. Et c'est uniquement par la pratique que la lecture va devenir fluide, agréable, franchement, une promenade de santé, quoi. Pour ça, il va être important, comme je vous le disais, d'adopter une bonne méthode. Alors, parfois, on peut être tenté par les méthodes de lecture globale, parce qu'on a le sentiment que ça va très vite au démarrage. En fait, ce qui se passe dans la méthode de lecture globale, c'est que les enfants se mettent à deviner les mots. Par exemple, si vous avez l'histoire d'un jeune garçon de 8 ans qui saisit son couteau pour couper une corde, ou plutôt qui saisit son canif pour couper une corde, peut-être que l'enfant qui va voir l'image et puis qui va voir que ça commence par un C, va lire couteau au lieu de canif, ou inversement. Et c'est embêtant pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il ne lit pas le texte exact, donc c'est gênant par rapport à l'œuvre littéraire en elle-même, qui a été conçue d'une certaine façon. Et là où c'est encore plus gênant, c'est que ça peut conduire à un gros appauvrissement du vocabulaire. Là où la lecture permet d'enrichir son vocabulaire, justement. Parce que peut-être qu'un enfant va en rester uniquement au terme de couteau qu'il connaît, parce qu'il l'utilise tous les jours pour manger. Et du coup, il ne va pas apprendre un terme comme canif, qui est un petit peu plus spécifique, qui est un couteau qui se replie, etc., etc. Donc, la méthode de lecture globale, c'est à éviter totalement. J'ai aussi fait, il y a quelques temps, dans l'épisode 30, enfin, ça remonte déjà quelques années maintenant, dans l'épisode 32 du podcast, un petit récapitulatif, comment apprend-on à lire en Montessori ? Je vous encourage à écouter cet épisode qui pourra aussi vous donner quelques bases sur les différentes méthodes de lecture et ce que l'on fait en Montessori qui est spécifique. Donc, les méthodes de lecture globale, elles peuvent donner l'illusion au démarrage que l'enfant lit plus vite. En fait, on va y perdre très rapidement sur le moyen terme. De la même façon, il y a les méthodes semi-globales, où là, au contraire, on perd du temps, on complique les choses. Le principe de la méthode semi-globale, c'est que l'enfant va observer des mots, par exemple des mots comme ananas, chat, cheval, et on va lui demander de faire le lien entre le son qu'il entend dans le mot et les lettres qu'il observe dans le mot, pour faire le lien entre donc la lettre A et le son qu'il entend 3 fois dans ananas,
une fois vers la fin dans cheval et une fois vers la fin aussi dans chat. Sauf que, en fait, je vais vous simplifier les choses, c'est une perte de temps globalement de faire ça. Il est plus court, plus efficace, plus solide sur le long terme de passer directement à une méthode de lecture de type syllabique ou phonologique, comme la pédagogie Montessori. Puisqu'on donne directement à l'enfant les correspondances entre les lettres et les sons, et à partir de là, on lui apprend à déchiffrer. C'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un aspect fondamental, apprendre à lire avec une bonne méthode. Je ne peux évidemment que vous recommander l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par la pédagogie Montessori. Moi-même, c'est ce que j'ai pratiqué avec mes enfants, c'est ce que je défends dans mes formations, comme la formation langage Montessori pour les enfants de 3 à 6 ans. Mais il existe d'autres méthodes phonologiques, comme la méthode Francia, par exemple. Et il existe aussi les méthodes syllabiques, comme la fameuse méthode Baucher, qui est quand même un petit peu rétro, mais bon, qui a le mérite d'exister. Donc c'est évident que si le déchiffrage est relativement aisé pour l'enfant, il aura moins de réticence à se mettre à la lecture. Et il y a une espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que plus l'enfant va aimer lire, moins il ressentira le travail de lecture comme un effort. Il y aura plus de plaisir que d'effort. Donc plus il lira, plus il développera ses compétences en lecture et plus il prendra du plaisir à lire ses livres. Et donc, etc., etc. Vous voyez qu'on rentre dans un magnifique cercle vertueux. Alors que si un enfant a des difficultés à lire, la lecture d'un livre va devenir rébarbative. Il n'aura plus envie de lire quoi que ce soit, etc., etc. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est important de conjuguer le plaisir de la lecture avec la facilité de lecture. Les deux vont s'encourager mutuellement dans ce fameux cercle vertueux. Troisième point, important à tout âge, et qui va peut-être vous surprendre, moi-même ça m'a beaucoup surprise, c'est l'importance d'avoir des livres dans l'environnement de l'enfant, et donc en particulier chez lui, dans sa famille. Oui, j'ai bien dit d'avoir des livres, pas spécialement de lire, mais d'avoir des livres. Il y a une étude qui a été publiée dans le journal Social Science Research qui a démontré, donc je vous mets le lien de toutes les études que je mentionne dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez les retrouver, les consulter, voir les détails. Alors évidemment, cette étude est en anglais. Désolée pour les non-anglophones, mais vous pourrez peut-être le faire traduire sur Internet. Mais donc, il y a cette fameuse étude du journal Social Science Research, publiée dans ce journal, qui a démontré que le nombre de livres présents dans le foyer à l'âge de 16 ans avait un lien positif direct avec... Donc un lien positif direct, ça veut dire qu'il y a une corrélation. Plus il y a de livres, plus il y a de compétences, qu'on appelle la littératie, de compétences de lecture, de savoir lire, de compétences, la numeracy, les compétences de calcul et des compétences en informatique plus tard. Alors c'est assez étonnant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que, évidemment, plus il y a de livres chez soi, plus on a des compétences en lecture. Mais en fait, ça donne aussi des compétences en mathématiques et en informatique. Ce qui est à la fois étonnant et pas tant que ça, parce qu'en fait, le fait de lire développe des compétences de gestion de l'information, tout simplement, de traitement de l'information. Ce qui va être utile, évidemment, aussi en mathématiques et en informatique. Alors, j'ai bien dit que c'était une corrélation entre le nombre de livres présents dans le foyer de l'enfant à l'âge de 16 ans et ses compétences, et non pas un lien entre le nombre de livres lus par l'enfant à l'âge de 16 ans et ses compétences. Alors, il y a sûrement un lien. Évidemment, plus on est entouré de livres, plus on a d'occasions de lire, plus on a la chance de trouver des livres qui nous intéressent, et puis, de manière générale, plus on a de livres, plus il y a des chances qu'on lise. Mais rien que le fait d'avoir des livres permet de développer tout cela. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir des livres chez soi est tout aussi important que le niveau scolaire ou intellectuel des parents. Donc, c'est une excellente façon, si nous-mêmes, nous sommes des parents avec
n'avons pas fait beaucoup d'études ou qui n'avons pas forcément beaucoup lu, eh bien le fait d'avoir des livres autour de nos enfants va les aider à dépasser tout ça. Parce qu'on sait bien qu'il y a une certaine reproduction des élites. Et que des parents qui ont fait de longues études ont plus de chances d'avoir des enfants qui feront de longues études. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que si on n'a pas la chance d'avoir fait de longues études, soi-même en tant que parent, on peut compenser cet effet-là en entourant notre enfant de livres. Et si vous avez fait un peu de sociologie, vous avez sûrement entendu parler de la notion de capital culturel de Bourdieu, qui est peut-être le sociologue français le plus connu. Et donc Bourdieu expliquait que il y a évidemment un capital financier qui se transmet dans les familles, mais il y a aussi un capital culturel. Et il expliquait justement cette reproduction des élites par la transmission de ce capital culturel. Eh bien, en fait, on peut parasiter un peu ce phénomène en offrant à nos enfants le capital culturel des livres par lesquels on va les entourer, même si nous-mêmes, adultes, nous ne possédons pas ce capital culturel. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est accessible à n'importe qui. Peut-être que vous n'avez pas fait de grandes études, mais rien ne vous empêche d'entourer votre enfant de livres. Alors vous allez me dire, les livres, ça coûte cher. Ok, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et en même temps, le prix unique du livre en France permet de défendre les auteurs et permet de défendre cette exception culturelle française. Donc, oui, les livres, ça peut être cher. Mais il y a plein de solutions pour avoir des livres gratuitement ou pour 3 fois rien. Première solution que j'adore, les boîtes à livres. Je ne passe jamais devant une boîte à livres sans l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Bon, alors parfois, on a un dictionnaire de mécanique auto des années 60, ou des livres qui sont complètement dépassés, ou des livres vraiment hyper pointus de niche, qui ont peu de chances de nous intéresser, mais il y a quasiment toujours des romans aussi dans les boîtes à livres. Donc c'est l'occasion de découvrir aussi de nouvelles choses. Et oui, il va y avoir des Daniel Steele, des romans à l'eau de rose, il va y avoir des choses comme ça. Et il va y avoir aussi des romans classiques, je dirais de la littérature classique. Donc les boîtes à livres, des ressources inestimables. On en trouve partout aujourd'hui en France. Les bouquinistes ou les sites de livres d'occasion comme Momox. Alors, j'ai vécu à Paris pendant quelques temps pour mes études, et puis en région parisienne ensuite, à cause du travail de mon mari. Je peux vous dire que Gibert ou Boulinier était notre destination favorite quand on allait à Paris. Chaque fois qu'on allait à Paris dans un musée pas trop loin, on en profitait pour aller faire un tour chez Gibert ou Boulinier. Et vous avez sûrement des bouquinistes près de chez vous, ou vous avez sûrement des brocantes pendant l'été où vous avez des bouquinistes qui viennent aussi. Et puis, il y a le degré au-dessus des bouquinistes, ce sont les villages du livre. Un village du livre, il y en a plusieurs en France. Ce sont des villages de bouquinistes, où en fait, dedans, vous avez des dizaines de bouquinistes réunis. Alors, généralement, ils ont des spécialités. Il y en a 2 que je connais et que j'apprécie. Il y en a un qui s'appelle Fontenoy-la-Joute, en Lorraine, si je ne dis pas de bêtises, oui, en Lorraine. Et l'autre, Becherel, qui n'est pas très loin de Rennes, je crois. Enfin, en tout cas, c'est en Bretagne. Et ce sont à chaque fois des petits villages, hein, donc c'est un petit peu paumé. C'est pour ça que j'ai un petit doute à côté de quelle ville il se trouve. Mais c'est formidable parce que vous pouvez aller de bouquiniste en bouquiniste. Vous allez trouver un bouquiniste spécialiste du jardinage, un autre spécialiste des livres en langues étrangères, un autre spécialisé dans les livres pour enfants, dans la science-fiction, et puis des bouquinistes un peu généralistes. Donc c'est formidable parce que c'est l'occasion de découvrir alors aussi bien aussi des beaux livres, des livres rares, que des livres de poche pour pas cher. Mais vous allez me dire, les bouquinistes, c'est bien gentil, mais il faut quand même payer les livres, et au bout d'un moment, ça représente un certain budget. C'est vrai. Même si on trouve quand même assez facilement des livres pour 2-3 euros, des livres de poche qui sont dont le contenu est d'excellente qualité. Mais, s'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir, ce sont les bibliothèques. Les bibliothèques, il y en a partout en France. Vraiment partout. Et ça coûte
surtout pour les enfants, généralement rien à 3 fois rien. C'est-à-dire entre 0 et quelques euros pour l'année, pour pouvoir emprunter des livres à l'infini. Alors oui, on est limité dans le nombre de livres qu'on peut emprunter en même temps, mais dès que vous rendez les livres, vous pouvez en emprunter d'autres. En plus, vous avez le conseil des bibliothécaires, et souvent, même si vous êtes dans une petite bibliothèque, il y a des systèmes de partage de livres entre bibliothèques. Donc, ce qui arrive souvent dans les grandes villes, c'est que vous avez plusieurs bibliothèques, et régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, vous pouvez demander un livre d'une autre bibliothèque, et il est apporté dans votre bibliothèque de quartier. Donc ça, c'est formidable, parce que ça vous évite d'avoir à courir toute la ville pour trouver les livres que vous voulez. L'autre aspect, c'est que dans les petites bibliothèques, par exemple, nous avons une petite bibliothèque près de chez nous, dans une petite ville, un village, si vous voulez, un gros village, un petit bourg. Et cette bibliothèque utilise les services de la bibliothèque de Vesoul. Et en fait, tous les 3 mois, je crois, la bibliothécaire part avec des caisses de livres qu'elle rend à la bibliothèque de Vesoul, et elle reprend des caisses de livres de la bibliothèque de Vesoul. Donc ça tourne, donc il y a toujours des nouveaux livres à découvrir, même si la bibliothèque en elle-même est petite. Donc les bibliothèques, vous avez énormément de choix. Disons que c'est gratuit, c'est quasiment gratuit. Êtes-vous sûr que votre enfant apprend ou va apprendre à lire et écrire d'une façon correcte à l'école? Parce que oui, il y a des méthodes correctes et des méthodes qui ne le sont pas. Et ça, on le sait depuis maintenant des décennies, parce que nous avons des décennies d'études derrière nous sur les résultats de ces méthodes. Et puis par ailleurs, les recherches en neurosciences nous ont permis d'avoir certains critères pour savoir si une méthode d'apprentissage de la lecture est satisfaisante ou non. Alors pour vous transmettre toutes ces informations et vous aider à reconnaître les bonnes et les mauvaises méthodes, à l'école ou en dehors de l'école, eh bien je vous invite à mon prochain webinaire du 9 octobre, les 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Si vous avez un enfant scolarisé, en particulier dans les classes de grande section CP, je vous apprendrai comment distinguer les méthodes de lecture globale, semi-globale, syllabique, alphabétique ou phonologique. On va rentrer dans le détail de tout ça. Vous pourrez aussi me poser toutes vos questions, me dire mon enfant utilise tel manuel, il fait tel type d'exercice. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce qu'il faut que je l'aide à côté ou pas? Et je vous donnerai des clés pour aider votre enfant à apprendre à lire et écrire afin qu'il n'ait pas de difficultés dans ces matières plus tard. Alors rendez-vous le 9 octobre, le lien pour vous inscrire dans les notes de cet épisode. Et en plus, vous avez les conseils des bibliothécaires. C'est-à-dire que vous pouvez leur dire, voilà, moi ou mon enfant, voilà, on a beaucoup aimé tel livre. Et puis tel autre livre. Est-ce que vous auriez des choses à nous recommander? Ou alors, mon enfant aime beaucoup les dragons, ou la danse classique, ou le tennis. Est-ce que vous auriez des recommandations? Eh bien, les bibliothécaires, elles connaissent, ou ils connaissent, il n'y a pas que des femmes, connaissent leur fond par cœur, en général, et ils peuvent donner d'excellents conseils. Donc, utilisez les bibliothécaires. Croyez-moi, c'est l'une de vos ressources les plus précieuses. Et les bibliothécaires, en général, adorent donner des conseils. Ça fait quand même partie de leur cœur de métier. Souvent, c'est pour ça qu'ils sont devenus bibliothécaires. Donc, utilisez-les. Ils ne demandent que ça. Et puis, 2 autres façons de profiter des livres et de la lecture pour pas cher. Si vous avez des grands enfants qui ont entre 15 ans et 18 ans, pensez au Pass Culture. Alors, le Pass Culture, il permet de recevoir 20 € à 15 ans, 30 € à 16 ans, 30 € à 17 ans et, roulement de tambour, 300 € à 18 ans. Vous imaginez le pactole, 300 € à 18 ans pour, attention, pas pour tout, mais pour des propositions culturelles. Donc, ça peut être des concerts, ça peut être tout un tas de choses, et ça peut être des livres. Il faut juste aller en librairie. Et ça, je suis un libraire sur Instagram qui s'appelle Le Libraire se cache, que j'aime beaucoup suivre. Et il raconte souvent comment des jeunes débarquent avec leurs 300 € à dépenser, et là, avec des étoiles dans les yeux. Pensez à ça, c'est quand même quelque chose de très précieux. Hein. C'est une vraie manne qu'on vous propose pour que vos ados achètent des livres.
Alors, il y a le pass culture, il y a aussi souvent d'autres avantages régionaux. Chez nous, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a, donc dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, ce qu'on appelle la carte avantage jeune. La carte avantage jeune, elle coûte 10 euros. On peut donc l'acheter et elle donne accès à plein, mais vraiment plein de remises, de cadeaux, de bons plans dans toutes sortes d'endroits. Aussi bien des clubs de sport que des théâtres, que, évidemment, je n'ai pas trouvé d'autres exemples, que des coiffeurs, ou vraiment, mais tout et n'importe quoi. Et il y a toujours dedans un bon de 6 euros chez les libraires partenaires. Alors, vous me direz, vous la payez 10 euros et vous avez 6 euros chez un libraire. Elle est déjà quasiment rentabilisée comme ça, cette carte avantage jeune. Et notre mairie, et je sais que d'autres mairies le font, offre cette carte aux jeunes de la commune. Donc, il existe des choses comme ça qui permettent aussi d'acquérir quelques livres avec des tarifs, avec des aides, en fait, pour les payer. Et puis, donc, le deuxième point dont je vais vous parler, donc, il y avait tous le pass culture, les avantages régionaux, etc. Et puis, il y a les bibliothèques tournantes. Le principe d'une bibliothèque tournante, vous pouvez en créer une vous-même, c'est que des gens se mettent ensemble pour lire des livres et se les passer. Alors, il y a deux principes, généralement, à la bibliothèque tournante. Il y a un premier principe de tout le monde lit le même livre en même temps et on en discute. Alors ça, financièrement, c'est pas très intéressant parce que tout le monde doit acheter le livre puisque tout le monde le lit en même temps. L'intérêt, c'est que tout le monde a lu le livre en même temps et est prêt à en parler au même moment dans l'année. Et il y a un autre principe qui s'appelle aussi bibliothèque tournante, où on achète, enfin en tout cas on propose à la bibliothèque tournante un certain nombre de livres et on fait tourner ces livres dans l'année. Et ou bien on en parle un petit peu chaque mois, ou bien on en parle à la fin de l'année. Alors je vais vous partager deux exemples de bibliothèques tournantes. Un qui s'est passé avec mes enfants et un que j'ai connu moi adulte. Alors avec les enfants, ils ont participé aux bibliothèques tournantes des missions thérésiennes. Alors ce sont plutôt des livres d'esprit catho, autour du scoutisme, de l'aventure, dans un bon esprit avec des valeurs. Il y a souvent des vies de saints aussi. Donc évidemment, il y a un côté religieux que vous n'apprécierez peut-être pas, mais c'est pour vous donner l'exemple. Il y a 6 livres, et donc dans le groupe de bibliothèque tournante, normalement, il doit y avoir 6 enfants. Les livres sont envoyés à la personne qui coordonne la bibliothèque tournante, qui les distribue, un livre pour chaque enfant. Et puis tous les mois, on fait tourner les livres, toujours dans le même sens. Donc chaque parent doit toujours transmettre le livre au même parent et recevoir le livre du même parent aussi. Donc on tourne toujours de la même façon. Et à la fin de l'année, les enfants peuvent se réunir et parler des livres qu'ils ont lus, de ce qu'ils ont aimé, moins aimé. Mais à la fin de l'année, ils ont tous lu les 6 livres. 6 à 8, j'ai un petit doute. Et à la fin de l'année, ils gardent le dernier livre qu'ils ont reçu. Donc c'est sympathique. Du coup, on paye très peu, puisqu'en fait, on paye l'équivalent d'un livre. Tout le monde cotise et on garde un des livres à la fin de l'année, mais notre enfant les a tous lus. L'autre façon de faire des bibliothèques tournantes que j'ai connue, c'était entre adultes. C'était un club de ma ville. Et donc, on était, je dirais, une douzaine de femmes, encore une fois. Les femmes lisent plus que les hommes. Et chacune, en début d'année, apportait, je crois que c'était 2 livres, qu'elle appréciait, qu'elle avait envie de partager. Et donc, de la même façon, on les faisait tourner, alors de façon beaucoup moins rigide, c'est-à-dire que chacune, à chaque séance, prenait le livre qu'elle voulait. On choisissait chacune à son tour parmi les livres qui restaient. Puis bon, on s'arrangeait pour ne pas reprendre évidemment un livre qu'on avait déjà lu. Et chaque mois, on disait, alors en essayant de ne pas trop spoiler les livres, on partageait ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé dans les livres qu'on avait lus. Donc c'était extrêmement intéressant et stimulant. Et puis évidemment, les profils étaient différents, donc les livres qui étaient apportés étaient relativement variés. Alors je vais dire relativement, ça va me permettre de faire la transition avec ce 4e point. Alors les 3 premiers points, je vous les récapitule. C'était démarrer avec les tout petits, en particulier par des lectures à haute voix. Deuxièmement, s'assurer d'utiliser une bonne méthode d'apprentissage de la lecture, comme la méthode Montessori, pour que lire ne demande pas trop d'efforts.
Troisièmement, avoir des livres dans son environnement. Et pour ça, il y a plein de façons de le faire sans y laisser un rein. Et mon quatrième point, c'est d'éviter à tout prix le snobisme. Alors, dans mon expérience justement de cette bibliothèque tournante dont je vous parlais, ce qui m'agaçait un petit peu, c'est que certaines apportaient des livres uniquement en disant « Oh là là, ce livre, il est extraordinaire, il a reçu tel prix. Et puis l'auteur, il est passé dans l'émission de Bernard Pivot. » Et en fait, à chaque fois, je me dis, bah ok, mais qu'est-ce qui, moi, va me convaincre de le lire, ce livre? Ça n'a pas d'intérêt. De quoi ça parle? Quel genre c'est? Comment est-ce que c'est écrit? Enfin, j'avais pas de raison de lire le livre. Donc, en tout cas, c'est ma vision des choses. Et comme dirait l'autre, c'est ma vision et je la partage. Personnellement, je considère qu'il n'y a rien de plus nuisible pour transmettre le goût de la lecture que de mettre du snobisme dans le choix des livres. Il n'y a pas que la grande littérature, il n'y a pas que les livres qui ont reçu des prix, il n'y a pas que un tel ou un tel qui mérite d'être partagé. Et d'ailleurs, c'est souvent le snobisme en matière de lecture qui dégoûte les enfants. Notre troisième enfant, Stanislas, alors je l'ai déjà un petit peu mentionné dans un autre podcast auquel je vous renvoie aussi, qui était l'épisode 233, idées de lecture pour encourager les jeunes lecteurs. Je vous ai déjà sans doute raconté cette histoire, mais il y a des gens qui découvrent le podcast et qui ne l'ont peut-être pas encore entendu. Donc si c'est votre cas, voilà, notre troisième enfant, Stanislas, est allé à l'école en CE1 et son année d'école l'a dégoûté de la lecture. Ça valait bien le coup. Il y est rentré en aimant lire et en lisant des livres comme Le Petit Nicolas. C'est le dernier livre qu'il a lu avant de rentrer à l'école. C'est pour ça que je m'en souviens fortement. Et j'avoue avoir totalement relâché mon attention cette année-là, parce que je m'imaginais qu'à l'école, il y avait une bibliothèque dans la classe et je m'imaginais qu'il lirait beaucoup. Et en fait, j'ai réalisé qu'il ne lisait que des Ariol et des choses comme ça. Et puis son manuel de lecture, qui n'était pas terrible non plus. Donc, on a récupéré en fin d'année scolaire un enfant qui n'aimait plus lire, qui avait plus envie de lire du tout. Et donc, il a fallu le réconcilier avec la lecture. Alors, croyez-moi, si à ce moment-là, on lui avait reproposé Le Petit Nicolas, parce qu'il y a d'autres, il y a les vacances du Petit Nicolas, il y a d'autres livres dans la même série, on l'aurait définitivement découragé, ça aurait été fini. Non, on a repris avec des petits livres, faciles à lire, très courts, avec plein d'images. Sur les dragons, parce que c'est un thème qui l'intéressait. Ces petits livres, ils s'appellent L'Enfant Dragon, il y en a 3, je crois, à chaque fois. Il y a L'Enfant Dragon, c'est une trilogie, une autre trilogie, La Colère des Dragons et La Nuit des Dragons. Mine de rien, ça faisait déjà 9 petits livres. Alors tout petit, ça se lisait très vite, mais il était rentré dans cette habitude de lire. On a poursuivi sur les dragons avec Les Royaumes de Feu. Alors là, c'était quand même un livre d'une autre épaisseur. Il y a quand même beaucoup plus de contenu. Mais il y avait son grand frère et sa grande sœur qui les avaient lus, qui les avaient beaucoup aimés, donc qui étaient là aussi à le motiver en disant « Non, mais si t'as aimé L'Enfant Dragon, tu vas adorer Les Royaumes de Feu, vas-y, c'est génial, etc. » Et donc, en passant par ces livres, eh bien aujourd'hui, il lit de tout. Et je vous partagerai un petit peu plus tard les dernières lectures de nos enfants, mais il lit absolument de tout. Alors il a fallu une bonne année, je dirais, pour vraiment le réconcilier avec la lecture. On a aussi fait des petits exercices pour apprendre à lire plus vite, pour l'encourager justement à travailler la lecture pour que ce ne soit plus ou presque plus un effort. Donc ça rejoint le deuxième point dont je vous parlais dans l'épisode d'aujourd'hui. Et donc je voudrais vous encourager à réfléchir à la fois au genre qui pourrait plaire à votre enfant. Peut-être que ce sera des BD ou des mangas. Peut-être aussi réfléchir au thème qui lui plaira. Et si vous avez un genre qui lui plaît, plus un thème qui lui plaît, et puis un livre qui est adapté à son niveau de lecture, il n'y a aucune raison qu'il n'aime pas le livre que vous allez lui proposer. Et petit à petit, vous allez pouvoir lui proposer des choses de plus en plus complexes, l'ouvrir à d'autres genres littéraires, et ça va venir tout seul. Mais pour ça, ça passe par une ouverture à tous les genres.
Alors, je voudrais partager avec vous quelques idées. Encore une fois, allez écouter ou allez voir la liste que je propose dans l'épisode 233 pour vous donner aussi des idées. Il y en a qui vont se répéter, mais j'essaie de proposer des choses un peu différentes aujourd'hui. Vous avez, pour les jeunes lecteurs, toute une série de petits livres qui s'appellent Guillaume Petit Chevalier, Nitou l'Indien, Plume le Pirate, Les Enfants du Nil. Alors, ils sont géniaux aussi parce qu'ils sont tout petits avec des belles images. Et à vous de trouver le thème qui va plaire à votre enfant. Est-ce qu'il est passionné par les chevaliers et le Moyen-Âge? Guillaume Petit Chevalier. Par les Indiens et les cow-boys, pas tellement les cow-boys en fait. Nitou le Petit Indien. Par les pirates, Plume le Pirate. Si il est intrigué par l'Égypte, il y a les enfants du Nil. Il y a aussi les petits mystères d'Égypte. S'il s'intéresse à la mythologie, vous avez les petites enquêtes grecques. Si vous avez un enfant qui s'intéresse à la danse, là je vous recommande vraiment Célestine, Petit rat de l'opéra. Ces livres sont une pure merveille. Une petite histoire de l'opéra au 19e siècle. On voit l'opéra Garnier, on voit des grandes danseuses. C'est à la fois historique, très bien écrit, les histoires sont formidables, enfin c'est remarquable. Toujours dans les livres que je trouve parmi les plus remarquables en termes de dessin, d'écriture, il y a 2 séries historiques. Vous avez Marie-Antoinette et ses sœurs et Élisabeth, princesse à Versailles. Vraiment, mais ces livres pour moi sont au panthéon des livres pour jeunes lecteurs. Et vous avez aussi Jean Petit Marmiton. Voilà, je trouve que ces 4 séries, Célestine Petit rat de l'opéra, Élisabeth, princesse à Versailles, Marie-Antoinette et ses sœurs, Jean Petit Marmiton, elles sont exceptionnelles. Et puis vous avez les livres, la série La Cabane Magique. Et vous avez aussi Les Poils et Colombes. Alors l'intérêt de ces livres, c'est que ce sont à chaque fois des histoires d'enfants qui voyagent dans le temps et l'espace. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez les lire du premier au dernier. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 50 pour La Cabane Magique. On ne doit pas être très loin des 60, je crois. Mais vous pouvez aussi aller piocher, parmi tout cela, le livre qui attire votre enfant. Par exemple, un livre sur le Japon. Il y a un cabane magique sur le Japon. Il y a un cabane magique sur Pompéi. Il y a un cabane magique sur, évidemment, sur le Moyen-Âge, sur la Tour Eiffel, enfin, plein de choses. Donc, vous pouvez, et c'est là aussi où les bibliothèques sont précieuses, montrer les cabanes magiques à votre enfant et dire qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui te tente comme thème, et commencer par ce livre-là. Donc voilà pour les plus jeunes, des livres qui plaisent généralement aux jeunes lecteurs. Ensuite, pour les plus grands, les adolescents ou les adultes. Alors là, j'ai un double objectif. C'est à la fois, vous adultes, peut-être, de vous réconcilier avec certains genres que vous aviez peut-être appris à mépriser, ou des genres avec lesquels vous n'étiez pas forcément à l'aise, comme la poésie ou le théâtre, qui vous semblaient peut-être à l'inverse un peu trop snob. Donc je voudrais vous montrer qu'il n'y a pas à être snob dans aucun genre. Et puis vous donner des pistes aussi pour vos ados que ça pourrait intéresser. Alors souvent on dit oh là là mais les jeunes aujourd'hui ils lisent plus que des mangas. Bah oui. Et alors il y a des mangas qui ne présentent pas grand intérêt et il y a des mangas qui sont remarquables. Alors si vous avez envie d'essayer des mangas, moi il y en a 2 séries que j'ai lues et que j'ai, alors pas intégralement je vous l'avoue, mais j'en ai lu beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Une que j'ai commencé, je crois que j'étais au lycée, et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Détective Conan. Et c'est un petit peu dans l'esprit de Sherlock Holmes, ce sont des petites enquêtes, sauf que le détective en question est dans la peau d'un enfant. Donc ça complique les choses pour lui. Donc ce sont des enquêtes policières. Voilà. Détective Conan. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, ce sont Les Gouttes de Dieu. Alors je doute que ça intéresse tellement les adolescents, parce que ça porte sur le vin. Mais c'est passionnant pour les adultes, ça apprend plein de choses sur le vin, c'est très poétique, c'est très beau. Il y a du suspense, enfin c'est, je trouve un manga remarquable. Et c'est l'occasion de découvrir qu'il y a plein de sujets abordés dans les mangas. Sachez qu'il y a des mangas sur la Bible, qu'il y a des mangas sur tous les livres de Jane Austen, par exemple. Il y a énormément de choses qui ont été recréées en manga. Il y a des mangas sur la série Sherlock. Donc, ne soyez pas fermés au manga. D'autres adolescents ne lisent que des comics. Eh bien, les comics, c'est formidable. Franchement,
les sagas de Superman, Spider-Man, Wonder Woman. Moi, j'aime beaucoup Wonder Woman, avec son lasso de vérité. Voilà, je trouve que il y a quand même beaucoup à aller chercher dans les super-héros. Ça peut être d'excellents modèles aussi pour nos enfants. Et si vous avez envie de découvrir d'autres comics, moi, je vous recommande beaucoup la série Fable. Fable avec un S. Le principe de Fable, c'est que les personnages des contes de fées ont dû fuir le monde des contes de fées et ils se cachent sur Terre. Et il y a plein d'aventures avec le shérif qui est le grand méchant loup, avec Blanche-Neige qui est la mère adjointe au début, puis la mère de la ville. Les fables sont un petit chef-d'œuvre des comics, avec une tonne de références aux contes de fées, à la fois les plus connus et les plus obscurs. Donc, c'est comme les Astérix, on peut les lire et les relire et les re-relire. On y découvre toujours de nouvelles références et de nouvelles subtilités. Donc, je recommande beaucoup les fables parmi les comics. Même chose pour les BD. Alors, oui, il y a tous les Astérix, les Lucky Luke, les Tintins. C'est formidable, mais vous les connaissez déjà, donc j'ai pas besoin de vous en parler. Si vos enfants aiment les BD et que vous avez envie de leur faire découvrir une super BD, faites-leur lire, et vous aussi lisez, de Cap et de Croc. De Cap et de Croc, ce sont des histoires d'animaux, mais dans un univers de Cap et d'épée, bourré de références, aussi bien aux Trois Mousquetaires, beaucoup à Cyrano de Bergerac. Il y a beaucoup de références aussi à Molière, au théâtre classique. C'est vraiment des animaux dans un univers du XVIIe siècle, bourré de références au théâtre, à la poésie, à la littérature. C'est formidable, c'est hyper drôle. Vous allez adorer et vos enfants vont adorer. Et puis peut-être que, comme les membres de la bibliothèque tournante à laquelle j'appartenais, vous méprisez la science-fiction, le fantastique, la fantasy. Ce que je trouve vraiment dommage. Alors, si vous voulez vous initier à la science-fiction ou si vous voulez faire découvrir la SF à vos enfants, je vous recommande, pour moi, l'auteur absolu, l'un des précurseurs de la SF, indépassable et indépassé, Asimov, Isaac Asimov. Et vous pouvez lire n'importe quoi d'Isaac Asimov, ce sera formidable. Vous avez Fondation, où vous avez le cycle des robots en particulier. C'est passionnant, c'est très bien fait, très subtil, et je suis sûre que vous et vos enfants, vous allez aimer. Alors, je vous parlais aussi de la fantaisie. Souvent, la fantaisie, on se dit, oh, ça va, c'est toujours un peu bateau, il y a des elfes, des orques, etc. Eh bien, venez à la source et lisez Le Seigneur des Anneaux, ou tout ce qu'a écrit Tolkien de manière générale, Bilbo le Hobbit, le Silmarillion, peu importe. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même la référence absolue en fantaisie, et c'est extraordinaire. À l'inverse, vous avez peut-être été dégoûté de la poésie ou du théâtre. Je vous comprends. Parfois, à l'école, c'est un petit peu aride. On en garde des mauvais souvenirs parce qu'on n'a peut-être pas eu un bon prof, parce que peut-être on n'était pas fort en français, on avait des mauvaises notes. Pour la poésie, moi, ma référence absolue, c'est l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Elle ne se lit pas d'une traite, évidemment, mais elle est passionnante à feuilleter. Elle est rangée par ordre chronologique du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Et donc, vous pouvez feuilleter, prendre un poème au hasard. Et puis, il y en a souvent plusieurs, surtout pour les plus grands poètes. Donc, si vous en aimez un, vous pouvez en découvrir d'autres. Et puis, si vous découvrez que vous aimez un poème d'un recueil particulier, après, vous pouvez avoir envie de lire l'ensemble du recueil. Par exemple, Victor Hugo, il a écrit à la fois des poèmes historiques, épiques, souvent un petit peu lourds, et il a aussi écrit des poèmes plus intimes et adorables, comme dans le recueil L'art d'être grand-père. Donc peut-être que si vous en aimez qui viennent de L'art d'être grand-père, vous allez vous dire, je vais essayer d'acheter ou d'emprunter le recueil entier et voir les autres poèmes. Donc en tout cas, par l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, vous allez avoir une ouverture à toute la poésie française. C'est formidable. En ce qui concerne le théâtre, vous avez sûrement déjà étudié à l'école du Molière, du Beaumarchais, etc. Moi, il y a 2 pièces de théâtre qui font partie de mes livres préférés entre tous. Il n'y en a pas beaucoup, les livres que j'aime, que je place à ce panthéon comme ça.
Je peux vous les partager, hein, ça en dit beaucoup sur quelqu'un, je pense. Mais bon, après tout, vous m'écoutez, vous m'avez dans vos oreilles, donc on est déjà assez intime. En poésie, mon recueil préféré, ce sont Les Fleurs du Mal de Baudelaire. En roman, je dirais que c'est La Porte étroite d'André Gide. Et en théâtre, j'en ai 2. C'est Cyrano de Bergerac. Incroyable, cette pièce. Et Antigone d'Anouilh. Donc pas la version antique, mais Antigone d'Anouilh. Je trouve que ces 2 pièces sont extraordinaires et elles pourraient peut-être vous faire aimer le théâtre. Et puis je vais finir par 2 genres qui sont souvent très méprisés. La romance. Oh là là. Les romans à l'eau de rose. Oh, c'est mièvre, c'est niais. Bah oui, mais dans la romance, il y a aussi Jane Austen, hein, ou les Sœurs Brontë. Donc là, pourquoi choisir chez Jane Austen, Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Emma, enfin, ils sont tous formidables, je trouve. Chez les Sœurs Brontë, moi j'ai beaucoup aimé le professeur. Je ne sais plus de laquelle des 2 sœurs c'est. Je crois que c'est Charlotte Brontë. J'ai un doute. Peu importe, le professeur, j'ai beaucoup aimé. Et puis vous avez le roman historique, où là aussi, alors souvent ça devient de la romance historique, donc là c'est le pire du pire. Mais parmi les romans historiques, s'il y en a un que je vous conseille, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un pavé, hein. Il doit faire 1000-1100 pages à peu près, quelque chose comme ça. Mais c'est une véritable fresque historique. C'est extrêmement bien fouillé, c'est-à-dire que tout a été étudié. La vision qu'il vous donne du Moyen-Âge est très juste. Et ça peut vous réconcilier avec ce genre-là. Et puis, évidemment, je vous dis ça pour vous adultes, mais aussi pour vos enfants, vos grands-enfants, vos adolescents. Si vous leur faites découvrir ces nouveaux genres, après, ils vont peut-être poursuivre. Par exemple, avec nos enfants, nous avons l'habitude, pour leur faire découvrir de nouveaux livres, nous leur imposons de lire un livre, un livre sélectionné par mois. Alors, le livre en lui-même n'est pas complètement imposé, nous leur demandons de choisir parmi 3 ou 4. C'est quelque chose qu'on a mis en place il y a quelques mois. Avant, on leur imposait totalement un livre, puis on s'est aperçu que parfois, quand ils accrochaient pas, ça devenait vraiment dur. Là, eux choisissent un livre parmi 3 ou 4 que nous leur proposons. Et donc, comme eux-mêmes l'ont choisi, ils sont davantage motivés pour le finir, même s'ils accrochent pas, ce qui arrive. Ça nous permet du coup de leur faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux genres. Et c'est comme ça que notre aîné a découvert Conan Doyle et a lu tous les Sherlock Holmes, tous. Notre deuxième a découvert Arsène Lupin et a lu tous les Arsène Lupin. Qu'elle a découvert La Comtesse de Ségur et qu'elle a lu, oui, l'intégrale de La Comtesse de Ségur. Merci les livres libres de droit sur liseuse. Donc c'est extraordinaire parce que si vous leur faites découvrir un auteur et qu'ils accrochent, eh ben voilà, ils ont une réserve de livres pour les mois ou les années à venir. Alors pour vous donner quelques idées, j'avais du mal à retrouver dans l'épisode 233 justement les derniers livres, les livres du mois qu'avaient lus nos enfants. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager les derniers livres plus ou moins imposés que nos enfants ont lus ces derniers mois pour vous donner des idées. Alors, de la plus jeune au plus grand. La plus jeune, qui avait donc entre 6 et 7 ans, parce qu'elle a eu 7 ans il y a moins d'un mois. Dans les derniers livres qu'elle a lus, il y avait Les Malheurs de Sophie, Les Contes de mon père le Jard, L'Enfant Dragon, donc qui fait partie des livres qu'on avait proposés à Stanislas pour lui redonner le goût de la lecture, Le Club des 5, et elle est actuellement en train de lire Mathilda de Roald Dahl. Stanislas, qui a 9 ans, qui avait déjà 9 ans pour les premiers livres dont je vais vous parler, parce que donc il y a un livre par mois, donc là je remonte à jusqu'à mai. Il a lu Les Enfants d'Athéna, qui est un roman. Il a lu Les Héros de la mythologie, c'est une série de contes et légendes chez Nathan. Il a aussi lu l'Iliade, alors même chose en version adaptée, chez Contes et légendes chez Nathan. Il a lu Narnia, l'ensemble des Narnia. Il a lu un livre du Clan des Bords de Soule, qui est un roman d'aventure. Et il est en train de lire Le Mystère de la Chambre jaune, de Gaston Leroux, donc un policier cette fois. Vous voyez que c'est assez varié quand même.
Notre fille de 12 ans, bientôt 13, elle a lu Alexandra de Vladimir Volkov. Elle a lu Cyrano de Bergerac, Nez de cuir, un Fred Vargas, donc un roman policier, c'était Debout les morts, et Fondation d'Asimov. Et là, elle vient de finir Les enfants du bon Dieu de Blondin. Et puis, notre aîné, François, qui a 14 ans, il a lu Orage d'acier de Junger, oui, c'est comme ça qu'on dit, Bande à part de Perret. Il a lu un polar d'ADG pour venger Pépère, un peu un autre genre avec pas mal d'argot. Il a lu Club Dumas d'Arturo Pérez Reverte, donc c'est aussi un espagnol, un auteur incroyable espagnol que j'adore. Donc là aussi, plus un thriller qu'un polar. Il a lu Le désert des Tartares. Lui aussi avait à lire Fondation d'Asimov. Et actuellement, il lit Dans les plaines de Sibérie de Sylvain Tesson. Donc voilà, ça peut vous donner une idée de la variété de ce qu'on peut proposer aux enfants. Et je dirais que 2 fois sur 3, ils aiment bien. 1 fois sur 3, ils n'accrochent pas. Et c'est très bien comme ça. Voilà. À côté de ça, ils lisent évidemment beaucoup de livres pour le plaisir. Et ça aussi, c'est très important. On ne leur fait pas lire que des livres imposés. Alors, c'était un gros aspect. Je vous récapitule depuis le début. Démarrer tout petit pour la lecture, avec des lectures à voix haute. Que la lecture ne soit pas trop difficile avec une bonne méthode d'apprentissage. Qu'il ait des livres dans l'environnement de l'enfant. Éviter le snobisme en faisant découvrir des livres d'une grande variété de thèmes et de genres. J'ai encore 3 astuces, mais je vous rassure, ça va aller très vite. Enfin, 2 pour les parents et puis un petit point pour les profs. Donc toujours pour les parents, si vous avez un enfant qui n'aime pas lire, partez des films, des adaptations cinématographiques. Alors il y a 2 écoles. Vous pouvez leur faire voir le film, à condition que ce soit adapté à leur âge évidemment, pour les encourager à lire le livre ensuite, ou leur promettre le film dès qu'ils auront lu le livre. Ça marche très bien pour Harry Potter, ça par exemple. Chez nous, ils n'ont pas le droit de regarder les films tant qu'ils n'ont pas lu les livres correspondants. Et on les autorise à lire les livres petit à petit en fonction de leur âge parce que Harry Potter est fait pour progresser avec l'âge des enfants. Alors, quelques exemples de films, d'excellentes adaptations des livres. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure de la science-fiction, je vous ai parlé d'Asimov. Je vous ai pas parlé d'un autre auteur de science-fiction qui est formidable et que justement, vous pouvez introduire par les films. C'est Philippe K. Dick. Philippe, l'initiale K, et ensuite Dick. Parce que beaucoup de ses livres ont été adaptés au cinéma. Blade Runner, c'est lui. Minority Report, c'est lui. Le Maître du Haut Château, qui est sorti sur Amazon en série, c'est lui. Ça fait pas mal d'options, vous voyez, pour introduire ces livres. Et je vous recommande parmi les livres Ubik, qui est un livre assez fou et passionnant. Et puis, il y a plein d'autres films comme ça qui peuvent donner envie de lire les livres ou motiver pour lire le livre avant de regarder le film. Ça peut être les livres de Marcel Pagnol, avec La gloire de mon père ou Le château de ma mère, où la narration est extraordinaire avec l'accent du Sud. Ça donne envie. Ça peut être regarder la série Sherlock, celle de la BBC, qui est formidable, et puis de voir comment ils ont adapté. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de lire Une étude en rouge avant de regarder le premier épisode de la série, qui s'appelle A Study in Pink, une étude en rose. Ça peut être Le Comte de Monte Cristo, avec l'excellent film qui vient de sortir avec Pierre Ninet, qui est fabuleux. Moi, je recommande vraiment d'aller trop tard, je pense maintenant, pour aller le voir au cinéma, mais de le voir si vous le pouvez. Ça peut être Le Cercle des poètes disparus, qui est aussi une adaptation d'un livre. Tous les livres de Jane Austen qui ont été adaptés au cinéma. Il n'y a pas de raison de choisir entre les différentes versions d'Orgueil et Préjugés, il faut toutes les voir. Celles de la BBC, celles de Keira Knightley, elles sont toutes exceptionnelles. Ça peut être Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, où les films sont formidables et peuvent donner envie de lire les livres, qui sont formidables aussi. Et puis il y a des livres de Roald Dahl aussi. Roald Dahl, c'est un très grand auteur pour enfants, qui a écrit Charlie et la chocolaterie, qui a été adapté au cinéma, ou Mathilda, a aussi adapté. Donc voilà, ça peut être une option de passer par les films pour en revenir aux livres. Et puis dernier point pour les parents, il y a un côté pratique. Je vous disais que c'était important que les enfants soient entourés par des livres. Ça veut dire aussi dans le quotidien. L'idéal, c'est de pouvoir avoir toujours un livre avec soi, donc nous adultes, montrer l'exemple,
Ah tiens, on va chez le médecin, mince, faut que je prenne un livre pour la salle d'attente. Ou alors, on va prendre le métro, hop, tout le monde prend un livre. Je sais que quand on était en région parisienne et qu'on faisait tous les 15 jours notre journée à Paris, pour aller faire le tour des musées, etc., eh ben, chacun prenait un livre, un ou plusieurs livres avec soi. C'était la base pour le trajet en RER. Alors évidemment, parfois, ça peut être un petit peu lourd, parce qu'il y a des pavés. Je vous parlais du Seigneur des Anneaux ou des Piliers de la Terre, hein, c'est plutôt gros comme livre. Donc, se pose la question de la liseuse. La liseuse, ça peut être un formidable outil, parce qu'il y a tous les livres que vous voulez dans un tout petit espace. C'est pratique. Ça peut être rétro-éclairé aussi si vous voulez lire en voiture pendant des trajets le soir ou la nuit. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, puis ça permet d'acheter un seul livre et qu'il y ait plusieurs enfants qui le lisent chacun sur sa liseuse en même temps. Donc ça fait moins de disputes. Donc ça a plein d'avantages. Et chez nous, nous avons décidé d'offrir à chacun de nos enfants une liseuse. Les 2 aînés ont eu une liseuse à l'âge de 10 ans. Et notre troisième, qu'on a eu du mal à faire renouer avec la lecture, en a eu une juste avant ses 9 ans. Et je vais être très franche, il a été très déçu quand il l'a reçue. C'était son cadeau de Noël, c'était un beau cadeau de Noël. Il a été assez déçu. Heureusement, son grand frère et sa grande sœur l'ont encouragé. Ils l'ont dit, non mais tu vas voir, en fait c'est génial, c'est trop bien comme cadeau. Il a mis un petit peu de temps à... Bon, au final, en récupérant tous les livres que ses frères et sœurs avaient déjà eus, en particulier les Royaumes de Feu, des livres de dragons, etc., il en a vu l'intérêt assez vite, mais sur le coup, il a été déçu. Voilà, je vous le partage, dans ce que je vous dis, tout n'est pas toujours tout rose. On n'a pas des enfants qui sautillent gaiement dans les champs avec leurs livres à la main. Non, des fois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais maintenant, il adore sa liseuse. Donc, la liseuse a des avantages et des inconvénients. Plein d'avantages dont je viens de vous parler. Alors, je devrais rajouter aussi que les livres sont souvent peu chers, moins chers que les livres papier. On peut trouver des livres gratuits pour tous ceux qui sont libres de droit. On peut partager dans une même famille les livres qu'on a achetés d'une liseuse à l'autre, les lire en même temps. Ça permet d'avoir quelque chose de léger avec tous les livres qu'on veut dedans. Donc quand même, beaucoup d'avantages. On peut aussi prendre des notes au fur et à mesure, surligner des passages, chercher des mots dans le dictionnaire, plein d'autres aspects. Par exemple, si vos enfants se mettent à lire des livres en anglais, c'est pratique avec la liseuse parce qu'ils peuvent taper sur le mot et ils peuvent avoir la traduction tout de suite. En revanche, il y a un inconvénient au livre sur liseuse, c'est qu'il a été montré que on gardait moins en mémoire ce qu'on lisait sur liseuse. Et je pense que c'est lié à l'objet physique du livre, où quand on le lit, on sait si on en est au début, au milieu, à la fin. On sait si on est en haut de page, milieu de page, bas de page, à gauche ou à droite. Tout ça, ce sont des indices qui aident la mémoire. Et ça, sur la liseuse, on ne l'a pas. On voit juste, on est page 103 sur 210. C'est pas aussi parlant, il n'y a pas ce contact physique, cette perception par les sens de là où on en est, de où est le texte, etc. Donc c'est un aspect qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, vous voyez, nous, on a décidé d'offrir à chacun de nos grands-enfants une liseuse parce qu'on considérait que les avantages dépassaient les inconvénients. Autre possibilité pour avoir toujours un livre avec soi, ça peut être les livres audio. Les livres audio, ça permet entre autres d'écouter des livres dans la voiture pendant les longs trajets. Chez nous écoutons plutôt des podcasts, je vous en ai partagé récemment, parce que le livre audio, il dure longtemps. C'est beaucoup plus long d'écouter un livre audio que de lire un livre, parce qu'on lit plus vite dans sa tête qu'on ne le lirait à haute voix. Donc un livre, c'est facilement 7 heures d'écoute, et c'est parfois compliqué d'avoir les mêmes personnes intéressées dans tous les trajets en voiture. Nous avons parfois des trajets avec 2 de nos enfants pour aller au badminton, ou avec une de nos enfants pour aller au judo, ou moi toute seule pour aller faire les courses, ou ceci ou cela. Donc pour nous, ça serait compliqué, les livres audio. Mais surtout, si vous avez un enfant qui a encore des difficultés avec la lecture, ou un enfant qui est dyslexique, les livres audio sont une solution merveilleuse parce que ça leur permet de développer leur culture livresque, même si leurs capacités de lecture ne suivent pas. Et en même temps, ça va renforcer leur intérêt pour les livres et donc les encourager aussi à travailler la lecture pour accéder
à toutes ces histoires qui sont quand même plus coûteuses en livre audio et qui prennent plus de temps, puisque je vous le disais, c'est plus long de lire à haute voix que de lire dans sa tête. Donc, je récapitule pour les parents les 6 recommandations que je peux vous faire. Démarrer tout petit avec des lectures à voix haute. Une bonne méthode de lecture phonologique ou syllabique. Avoir des livres chez soi. Éviter le snobisme, trouver au contraire des livres avec un thème ou un genre qui va intéresser notre enfant. Et l'ouvrir ensuite peut-être à d'autres genres, par exemple en lui proposant un livre du mois. 5e point, ne pas hésiter à utiliser ou à partir des adaptations cinématographiques, que ce soit après avoir lu le livre ou avant de lire le livre. Et puis s'arranger pour avoir toujours un livre avec soi, quitte à utiliser une liseuse, les livres audio, etc., etc. Un dernier petit mot pour les professeurs qui nous écoutent. Évidemment, donc, les parents ont un rôle fondamental à jouer, on l'a bien vu, mais vous, professeurs, aussi. Et ce, dans toutes les matières. Alors, il y a de plus en plus dans les collèges le quart d'heure de lecture. Je suis un peu perplexe parce qu'il me semble que c'est censé être obligatoire partout, et ça n'est pas appliqué partout, ce que je trouve dommage. Alors, je vous partage la solution qui a été trouvée au collège où enseigne mon mari. Le principal ne voulait pas que les profs râlent parce qu'ils auraient eu un quart d'heure de cours en plus. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a raccourci tous les cours de 3 minutes dans la journée. Et ces 3 minutes accumulées, ça fait un quart d'heure de lecture. Donc, les profs ont autant d'heures par semaine. Ça ne change rien. Les élèves ont des cours légèrement raccourcis, mais bon, 3 minutes, donc honnêtement, c'est pas grand-chose. Ça fait des horaires de cours un peu farfelus. Alors, j'ai pas les horaires précis en tête, mais ça va faire, je sais pas moi, des 9h07, 10h04, etc. Mais bon, ça fonctionne. Et donc, chaque début d'après-midi, on commence par un quart d'heure de lecture. Et les élèves lisent. Alors, certains lisent des mangas, certains lisent des comics, certains lisent des livres. Et ceux qui n'ont pas de livres, eh bien, le professeur, on lui demande de prévoir quelques livres pour ses élèves. Alors, mon mari, en bon prof d'histoire géo, sort des livres d'histoire et des livres de géographie. Des livres, par exemple, de la collection nationale géographique pour la géographie. Et puis, différents livres d'histoire pour ses élèves. Mais donc, ça les encourage à lire. Et ça fonctionne, parce que l'étude dont je vous parlais au tout début de cet épisode, celle du Centre national du livre de 2002, indiquait que 51% des écoliers, collégiens et lycéens connaissaient le principe du quart d'heure lecture et 38% y participent. C'est bien, mais c'est encore trop peu. Ça serait tellement bien que ce soit tout le monde. Je vous parlais aussi du pass culture. Il y a 44% des 18-20 ans qui l'ont utilisé et 83% d'entre eux pour acheter des livres. C'est quand même formidable. Hein. Et pour 68% d'entre eux, ça leur a donné envie de lire ou de lire plus et d'acheter des livres à 80%. Donc ça marche. Franchement, ça marche. 96% de ceux à qui on lit des histoires aiment bien ou adorent. 92% de ceux à qui on a lu des histoires plus petits. 58% des lecteurs loisirs ont déjà lu un livre après avoir vu un film ou une série sur une plateforme vidéo. Ça monte à 68% chez les 20-25 ans. Moi, ça m'arrive régulièrement de me dire c'est trop bien et de vouloir lire le livre qui correspond ou d'autres livres de l'auteur qui a inspiré le film. Et puis, alors non, je conclurai là-dessus quand même plus tard, mais ne méprisez pas non plus le rôle des réseaux sociaux ou d'Internet pour influencer les lecteurs. Il y a toute une partie de TikTok qui s'appelle BookTok, avec des recommandations de livres. Il y a aussi des Instagrammeurs qui font des recommandations de livres. Eh bien, 29% de ceux qui lisent pour leur plaisir, chez les 7-25 ans, choisissent un livre après en avoir entendu parler sur Internet. 42% chez les 20-25 ans. Évidemment, à 7 ans, logiquement, on ne va pas sur BookTok. Donc, voilà, c'est à ne pas négliger. Et donc, toujours pour les enseignants, utilisez le quart d'heure lecture. Ça marche, ça fonctionne, ça aide. Et puis,
une proposition inspirée de la prof de français de ma fille au collège, ça peut être de leur proposer des livres avec différents niveaux de lecture, leur proposer de lire des livres pour leur plaisir et c'est-à-dire de leur permettre de choisir parmi une sélection de livres et avoir simplement à répondre à un petit QCM à la fin. Et donc la prof de français de notre fille Elisabeth, elle a proposé ça avec 3 niveaux de lecture. Alors, elle m'a pas dit, elle m'a pas partagé les livres des premiers niveaux de lecture. Donc elle est en 4e et pour le premier niveau de lecture, pour les lecteurs, disons, les plus avancés, les plus habitués, elle proposait Roméo et Juliette, que notre fille avait déjà lu l'année dernière, ou Les Hauts de Hurlevent. Donc voilà, c'est ce que notre fille est en train de lire, du coup, là en 4e, Les Hauts de Hurlevent. Ça peut être intéressant, surtout avec différents niveaux. Il n'y a pas de pénalité à prendre un livre d'un niveau inférieur. C'est vraiment pour le plaisir. Mais les niveaux, disons, aident à se situer. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh là, moi, lire, c'est pas trop mon truc. Je vais peut-être prendre un livre de niveau 2 ou de niveau 3. Mais il n'y a pas de différence suivant qu'on prend un livre de niveau 1, 2 ou 3. Donc, elle proposait 6 livres au total, il me semble. Et je trouve que c'est une excellente initiative que je voulais partager avec vous, les profs. Et je voudrais terminer sur ce constat qui est quand même réjouissant. C'est qu'au final, il y a quand même 84% des jeunes qui déclarent aimer lire. 42% des jeunes adorent lire entre 7 et 25 ans. Donc tout n'est pas perdu, loin de là. Et je pense que nos jeunes, au final, lisent sans doute plus que nous. Alors, vous avez maintenant tous les éléments pour leur donner ou leur redonner l'envie de lire. Et j'espère que ça donnera lieu à plein de beaux échanges en famille sur vos lectures mutuelles. En tout cas, voilà. J'espère que vous aurez trouvé beaucoup de conseils, d'idées de lecture dans cet épisode, dans l'épisode 233 aussi. Et on en reparlera. On en reparlera régulièrement. Et n'hésitez pas à me dire, par exemple en laissant un avis sur ce podcast, à me dire si vous auriez envie que je partage plus régulièrement ou à me le dire sur les réseaux sociaux quand je partage cet épisode, l'épisode donc 247. N'hésitez pas à me dire si ça vous dirait que je partage davantage les lectures de nos enfants, les lectures actuelles de nos enfants, comme je l'ai fait aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que ça pourrait vous donner des idées ? Parce que je peux tout à fait le faire, mais j'ai pas envie de le faire si ça n'intéresse personne. Donc, dites-moi sur Instagram ou TikTok, ou plutôt sur Instagram. Je pense que c'est là que je suis le plus présente. C'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà très très dense. On enchaîne 2 épisodes très longs, avec celui de la semaine dernière déjà. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du mardi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Psst, n'oubliez surtout pas de vous inscrire au webinaire sur les 3 erreurs de l'école dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Vous pouvez vous y inscrire grâce au lien qui est dans les notes de cet épisode. Le webinaire, je vous le rappelle, aura lieu le 9 octobre à 21h. Tout est en ligne. Vous recevrez le lien dès que vous serez inscrit. Alors, j'espère que vous me retrouverez le 9 octobre. En tout cas, moi, j'ai hâte de partager avec vous ces informations qui sont fondamentales pour que vos enfants apprennent à lire et écrire dans de bonnes conditions. À très vite!